Yaurana, Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Une personne sur 5, c'est le nombre de personnes touchées par le diabète en Polynésie française. Avec l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde, le diabète représente un véritable défi de santé publique. Aujourd'hui, on en parle avec Ingrid Boudot, diététicienne du CHPF Yaurana. Yarana. On a aussi Heymana Trouche, médecin conseiller de la CPS Yaurana. Bonjour. Et enfin, Meiretu Heyava, ancienne présidente de la maison diabétique. Yarana. Alors, on va commencer avec Heymana. Est-ce qu'on peut faire un bilan rapide sur le thème d'aujourd'hui, à savoir le diabète en Polynésie française? Bilan rapide, oui. Complexe, sûrement. Beaucoup de choses à dire, ça, il n'y a pas de doute. Bon, si on avait regardé un petit peu sur le plan mondial, donc concernant le diabète, qui est un taux de sucre trop élevé dans le sang de façon permanente, qui est nécessaire, le sucre, pour l'organisme, puisque le cerveau en a besoin, les muscles aussi. Ça reste un carburant, mais il faut, comme toute chose, ça soit utilisé de façon modérée. On va dire que dans le monde, on est passé à 3 fois plus de diabète en l'espace de 30 ans, qu'il y a un lien diabète et obésité, qu'il y a eu 6 fois plus d'obèses depuis 30 ans dans le monde, et qu'en Polynésie, quand on regarde un petit peu les chiffres que l'on a à la CPS, on s'aperçoit que l'évolution du diabète, en 94, on était à 1000 personnes recensées, et en 2024, donc 30 ans après, on est à quasiment 10 à 12 fois plus. Pourquoi est-ce qu'il y a cette évolution? Pardon. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution finalement? Je pense que d'abord, il y a eu une implication plus importante dans la recherche et le dépistage, et après, bien entendu, avec la médecine de prévention, etc., on est arrivé à pouvoir mieux comptabiliser les choses. Souvent, les chiffres augmentent d'abord et avant tout parce qu'on est à la recherche des pathologies. Donc, voilà. Non, mais ce qui est très important, c'est de se dire que on s'est rendu compte qu'en l'espace de 30 ans, 10 fois plus de diabétiques en Polynésie. Chez les moins de 20 ans, 5 fois plus, sachant que le diabète touche à 90% plus les plus de 40 ans. Et donc, c'est quand même, ça reste des chiffres relativement impressionnants. Donc un diabète, par définition, l'évolution du sucre dans le sang de façon permanente finit par abîmer l'organisme. Donc on distingue les diabètes simples, sans complications, des diabètes compliqués. Et donc on s'aperçoit quand même que le diabète, par rapport à la longue maladie, il occupe un quart des longues maladies, un tiers du budget pour les longues maladies, et que ça reste relativement important. Un diabète non compliqué coûte à la CPS par diabétique sur une année 500 000 francs par diabétique, et en moyenne, ce sont que des moyennes. Et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler plus en longueur finalement de ces coûts. Termine sur le compliqué, c'est 3 fois plus, c'est-à-dire 1,5 million facilement. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Mais Ray, c'est quoi finalement les causes principales de ce diabète élevé? Alors les causes en Polynésie, on sait qu'il y a, comme tu l'as dit, comme Heymana l'a rappelé, l'obésité. À l'époque, à la maison du diabétique, on avait quand même quasiment diabète et obésité qui étaient recensés en même temps, mais il y a la susceptibilité génétique ou en tous les un caractère familial qui favorise aussi des comportements individuels qui sont nocifs pour la santé et qui favorisent voilà. Après, c'est important aussi de savoir que tout n'est pas facile pour tout le monde, que les messages de prévention ils sont pas forcément perçu de la même manière selon que l'on est dans des conditions difficiles de vie où la priorité c'est pas forcément de manger des légumes et de faire de l'activité physique tous les jours. Donc il faut nuancer, il faut individualiser certaines prises en charge, il faut s'inscrire dans le temps, il faut être bienveillant. Malheureusement, souvent les gens ont l'impression que c'est une punition d'avoir été de pas avoir fait ce qu'il fallait, et donc ils ont une sorte de sanction qui leur vient et un fatalisme. Non, le diabète, on peut l'éviter, même si dans la famille, il y a des personnes diabétiques. C'est pas une fatalité. En tous les cas, les bonnes habitudes, il faut les prendre dès le plus jeune âge. Ça, c'est vraiment essentiel. On voit aujourd'hui, malheureusement, le taux d'obésité chez les enfants qui augmente. Et on sait que même des études ont montré que
l'apport de trop de sucre pendant la grossesse favorisait aussi l'obésité chez les enfants à venir. Donc, c'est dans ce qu'on appelle les 1000 jours, c'est-à-dire avant la naissance et après, dans les 2 années qui suivent, qu'il faut vraiment travailler fondamentalement sur ces habitudes alimentaires à Alors, venir. on le répétera jamais assez, hein, le public le sait, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Là, en l'occurrence, Et bouger. Ingrid, et bouger, bien sûr. Merci beaucoup, Aymana. Et Ingrid, ça veut dire que si, je résume grossièrement, si on mange sucré, obligatoirement, on va devenir diabétique. Ben, c'est pas si simple que ça. En général, c'est vrai que la plupart des diabétiques que je prends en charge à l'hôpital me disent mais je comprends pas pourquoi j'ai le diabète, je ne suis pas sur les gâteaux. On me l'a encore dit hier. Mais malheureusement, c'est pas que le sucre. En Polynésie, il y a un gros problème de quantité. Qu'est-ce que la bonne quantité pour moi? C'est des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis déjà au moins 2 ou 3 générations où on achète le ma'a, donc on ne gaspille pas. Et tant qu'il y en a, il faut finir. Ajouter à cela des fois des conditions socio-économiques qui font qu'on n'a pas forcément de réfrigérateur à la maison, qu'on n'a pas forcément la capacité d'adapter les quantités cuisinées au nombre de personnes que l'on a autour de la table. Et puis des modèles. Toté Meire parlait des habitudes alimentaires des enfants, enfin des habitudes de vie et des habitudes alimentaires des enfants. Et c'est vrai que dans des familles où les adultes se comportent comme des gros mangeurs, eh ben, c'est une fierté pour l'enfant de manger autant que ses parents, voire autant que c'est des adultes autour de lui. Donc ça, je pense que une grande partie du problème au niveau alimentaire, c'est les quantités. C'est pas forcément ce que les gens choisissent de manger. Au-delà de ces habitudes alimentaires ou des quantités, Meire a soulevé un bon point tout à l'heure qui est important, je pense on va y revenir là-dessus, c'est finalement le lien entre la santé physique et la santé mentale. Ce sont des choses que tu vois au quotidien? Alors c'est vrai qu'il y a l'alimentation émotionnelle qui est une part importante de la manière de manger en Polynésie, comme dans beaucoup d'endroits où les gens déjà ont eu une culture traditionnelle alimentaire il y a presque un siècle, on va dire maintenant, et une culture moderne qui s'est installée, qui s'est imposée, qui a facilité la vie des gens. Et les gens mangent des choses qu'ils ne connaissent pas. Enfin, l'organisme ne reconnaît pas vraiment ce qu'il consomme. Et ça a bon goût, donc ça doit être bon. Mhm. Et le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de notion et d'éducation dans notre histoire pour dire combien est-ce que j'ai besoin de manger cet aliment. Et les gens aussi ont souvent ont oublié ou n'ont pas appris à écouter ce que le corps réclame. Ils ont faim, ils vont aller vers des aliments faciles, pas chers, qui se conservent facilement. Et donc, c'est des aliments souvent qui sont très riches en gras, en sucre, en sel. Voilà. Donc, Heymana, je me tourne vers toi. Si, au-delà des prédispositions génétiques, au-delà du fait que dans la famille, il peut y avoir des diabétiques ou des gros mangeurs, hein, comme ce qu'on vient de dire, finalement, tout se joue sur le changement de vie, le changement d'habitude. Ah bah, c'est sûr que ça ne tient pas compte que de la Polynésie, hein, c'est dans le monde entier. On est une société de consommation, on est tout dans le rapide, efficace, rentable, hein, ce que j'appelle RER, hein, tout dans le confort, réconfort et sans effort. Donc on va vers la facilité, on est sur des prestataires qui sont là et qui vous disent « je vais te servir ». Donc on se laisse souvent potentiellement aller là-dessus, puis ça fait partie de vos modes de vie. Donc c'est vrai que la relation entre diabète, obésité est logique mécaniquement, hein, puisque le sucre en excès est stocké en graisse, par définition. Et donc plus on prend de la graisse, moins on gère le sucre, moins on le régule facilement. Donc, qu'est-ce que je veux dire ça paraît évident que la malbouffe et la sédentarité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut bouger, parce que ce sont des carburants, hein, le sucre est un carburant. Donc si on remplit le réservoir de la voiture, mais qu'on n'utilise pas la voiture, eh ben, la voiture elle va être inondée. Donc c'est un peu cette image qu'on pourrait se donner. Donc c'est sûr qu'on est dans une société un peu sédentaire, à tendance sédentaire, et aussi à vouloir courir après le temps, courir après la vie, consommer au maximum rapidement, et voilà quoi. Donc le lien
la prédisposition génétique, savoir que papa, maman, d'un côté comme de l'autre, ou grand-père, grand-mère, avaient du diabète, c'est une chose importante à savoir, ne serait-ce pour se dire, bon, mes parents, mes grands-parents étaient diabétiques, je prends un peu de poids, j'ai un peu d'embonpoint, peut-être que je me méfie, j'ai tendance à avoir des infections cutanées trop souvent, souvent c'est le point d'alerte, qui ont du mal à guérir, j'ai tendance à avoir souvent soif ou à me lever trop souvent la nuit ou dans la journée pour aller aux toilettes et uriner, puisque le sucre, en fait, déshydrate, on se désaltère pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, parce que on a tous fait des crises d'hypoglycémie, pas suffisamment de sucre pour le cerveau, et on a plus ou moins été pas bien, et donc voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire. Il y a tellement de choses à dire que finalement ça part un peu dans tous les sens, mais Finalement, en fait, depuis des années, on en parle, oui. des cas de diabète, d'obésité, puisque c'est lié, les deux. Mais les gens essayent d'avoir de bonnes habitudes, de faire du sport, de bien manger. Mais Ray, pourquoi est-ce que finalement la situation ne s'améliore toujours pas? Pourquoi est-ce que la situation, et si je reprends tes mots en préparation de cette émission, pourquoi est-ce que la situation est catastrophique aujourd'hui? Parce que alors, il y a plusieurs manières de lutter. Il y avait une dynamique en termes de prévention et au niveau des écoles, au niveau des jeunes enfants, au niveau des personnes diabétiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, initiées. Malheureusement, le diabète, il dure toute la vie, mais ces actions, on leur laisse pas la chance de pouvoir agir sur le long terme. Il y a des initiatives qui ont été lancées et qui, malheureusement, faute de ressources financières, ont dû être interrompues. Et on perd là de l'expertise, parce que monter un programme d'éducation thérapeutique comme l'avait fait la Maison du Diabétique, c'était vraiment une richesse. Et tout s'arrête. Donc, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, et que parallèlement... Alors, personnellement, je pense que le Covid a été très délétère sur les politiques de prévention qui avaient été initiées. Pendant 2 ans, tout s'est arrêté. Ça s'est arrêté déjà pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on faisait pendant le confinement? On mangeait, on fumait, on buvait, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et qu'on était enfermés. Oui, mais c'était une façon de se soulager. La situation d'enfermement dans laquelle se trouvaient les familles faisait que justement il n'y avait pas beaucoup de possibilités. On avait le droit de marcher que dans un rayon de 1 kilomètre autour de sa maison. Donc, vraiment, il fallait vouloir, voilà. Donc ça, on sait que ça. Et puis surtout, pendant 2 années, la lutte, elle s'est focalisée sur le Covid. Et du coup, pour redémarrer des actions en matière de prévention, il faut tout réinitialiser, tout redémarrer, tout recommencer. Et en parallèle, les habitudes, elles n'ont pas vraiment changé. Vous savez, on arrive à mettre en place des choses, mais pour les tenir dans la durée, c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est vrai que Ingrid parlait, c'est un mot que j'aime bien, d'alimentation émotionnelle. Justement, on va en parler. Je voudrais terminer. C'est très important d'imaginer le fait de prendre du poids sous cet angle, parce que c'est pas que une histoire d'apport et de dépenses énergétiques. L'alimentation, elle va aussi jouer un rôle d'amortisseur dans les émotions, dans les difficultés, et en particulier dans certains milieux en difficulté où finalement 1,5 litre de coca, ça coûte pas si cher que ça, et ça apaise temporairement certaines. Donc il faut envisager maintenant le problème de l'obésité sous un angle de l'alimentation émotionnelle, sous un angle de troubles de l'alimentation, de troubles alimentaires. On vient de parler finalement d'alimentation émotionnelle. Ingrid, comment est-ce qu'on fait quand on a cette envie irrépressible de vouloir consommer du sucre? Est-ce qu'il y a des bonnes habitudes, des bons petits tips? En fait, déjà, quand on parle d'alimentation émotionnelle, il faut déculpabiliser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, les envies, ça peut se décomposer en 2 mots. En vie. Et si l'être humain a des envies, c'est justement parce qu'il est vivant. Donc, évidemment que
quand on est dans une situation de difficulté émotionnelle, on va chercher à s'éloigner de cette difficulté ou au moins à se réconforter. Et l'alimentation, que ce soit en Polynésie ou ailleurs, est un des meilleurs moyens, en tous les cas dans les pays modernes, dans les pays où l'accessibilité alimentaire est assez facile. C'est un moyen de se réconforter. Après, le problème de l'alimentation émotionnelle, c'est souvent qu'elle est reliée dans le comportement à la culpabilité de manger quelque chose qui est trop sucré, trop gras, puisque, comme on l'a dit en début d'émission, les gens sont conscients que ce qu'ils mangent, c'est pas toujours très bon pour leur santé et que ça peut leur amener des maladies. Et quand ils sont malades, quand ils sont diabétiques, forcément, manger du sucre quand on a une émotion, pour eux, c'est complètement culpabilisant. Ce que tu viens de dire, c'est important, c'est que les gens ont conscience que ce qu'ils mangent n'est pas mauvais, mais est-ce qu'ils minimisent pas finalement, Heymana, je me tourne vers toi, est-ce que les gens ne minimisent pas ce qu'ils mangent et l'impact qu'il y a sur leur santé? Je pense pas, je rejoins Ingrid, il y a une chose à rajouter, c'est l'aspect économique. Oui, on en a parlé un petit la peu tout à l'heure. compensation d'une souffrance, donc forcément, elle se résume aussi à la capacité d'accéder à cette compensation. Et souvent, accéder à cette compensation, comme disait Maïré tout à l'heure, un coca pour une famille de 1,5 litre ou de 2 litres, ça va faire plaisir à tout le monde, qui est un diabétique ou qui n'est pas diabétique. Mais c'est pour compenser justement cette émotion, cette souffrance que l'on a des difficultés du quotidien. Dans ce cas-là, Ingrid, je reviens vers toi. C'est quoi les bons petits tips comme ce que je disais juste avant? Est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je mange des fruits, des légumes, des protéines? En fait, ce que moi, je travaille avec les personnes qui me sont confiées dans le milieu hospitalier, c'est que quand on a une envie, il ne faut surtout pas l'occulter. On peut pas dire j'ai une envie de sucre, je vais aller marcher, ça va passer. Ça, c'est bien dans la littérature, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Par contre, comprendre pourquoi j'ai cette envie, se pencher un petit peu avec beaucoup de bienveillance, Maïré l'a dit tout à l'heure, sur son émotion, sa difficulté à gérer le quotidien, ça c'est important. Donc prendre le temps d'analyser un petit peu ou simplement de s'introspecter, de dire voilà, aujourd'hui, je ne vais pas bien, ou en ce moment, je ne vais pas bien. Je sens qu'il y a des choses qui me rongent ou qui m'inondent ou qui me font du mal. Et déjà, de prendre conscience qu'il y a des problématiques environnementales ou sociétales qui font économiques, comme on a dit tout à l'heure. Économiques qui font qu'on n'est pas bien, ça permet déjà de calmer les émotions. Une fois que les émotions sont calmées, on a déjà moins besoin de se réconforter parce qu'on se fait du bien déjà en acceptant d'être dans une situation difficile. Voilà. Après, on a envie de sucre. Ben oui, moi, je travaille avec les gens. Enfin, nous travaillons parce je suis pas toute seule. À l'hôpital, on est toute une équipe. Nous travaillons avec les gens, savoir, voilà, dans les envies, une envie, un aliment plaisir, quelle quantité, comment le manger pour qu'il soit vraiment réconfortant. C'est sûr que si vous mangez quelque chose en disant j'ai pas le droit de le manger, vous allez en manger 10 fois plus. Il y aura de la culpabilité, etc. Voilà, etc. donc vous allez en manger 10 fois plus. Donc autant prendre le plaisir que cet aliment a le droit de vous donner en toute conscience. Et là, on va vers un aliment qui est réellement apaisant et plaisir. Est-ce que ça veut dire, Maïré, que finalement, avant de voir les bonnes habitudes alimentaires, il faut avoir un accompagnement psychologique pour que les gens se sentent mieux et puissent ensuite être dans de bonnes conditions? Alors, un accompagnement psychologique, c'est ambitieux parce que d'abord, il faudrait trouver les ressources pour ça. Non, je crois que chaque soignant, dans sa relation avec les personnes, peut envisager cet aspect des choses. Bon, c'est vrai qu'il y a une structure maintenant, Ora Ora, qui peut éventuellement prendre en charge des personnes qui souffrent d'obésité ou d'addiction au sucre dans ce domaine-là, mais bon, qui n'a pas aussi la capacité de prendre en charge. C'est pour ça que je répète, c'est vraiment au plus jeune âge. Les repas des cantines scolaires, c'est des repas a priori équilibrés, parfaits, et donc quantifié aussi. Quantifié. Et du coup, les enfants, on s'était aperçu, si je peux
que le système des plateaux, par exemple, où il y a l'entrée, le plat principal et le dessert et un morceau de pain en plus, alors c'est pratique, ça va vite, mais c'est un problème parce que l'enfant, il va commencer par le dessert parce que c'est ce qui lui fait un peu envie, les carottes râpées avec la salade de l'entrée, il le laisse de côté. Ouais. Le plat principal, s'il y a des haricots verts, il les laisse et il mange plutôt le riz. Donc, c'est vrai que, en tous les cas, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. On avait aussi travaillé sur les goûters et les ventes d'aliments dans les écoles, parce que pour les familles, si on vend des pains au chocolat à 9h à la récréation, c'est que c'est bon de vendre des pains au chocolat. Et après, alors ça fait prendre des mauvaises habitudes. Voilà, l'idée, c'est que l'école soit plutôt un modèle en termes de ce qui est plutôt bénéfique à l'enfant dans sa croissance et d'éviter justement d'induire des mauvais messages. On peut voir qu'il y a des initiatives justement pour éviter ces mauvaises habitudes. Par exemple, CESEC a vu une proposition de loi inspirée du Chili, Heymana, un étiquetage particulier sur des emballages jugés trop salés, trop sucrés, trop gras ou trop caloriques. Est-ce qu'on est obligé d'arriver à de telles extrémités ? En fait, je dirais que c'est d'inciter, c'est une forme d'éducation. Je rejoins Mayere. Si on avait à reprendre les choses à zéro, c'est dès le berceau qu'il faut les reprendre. Donc, ce sont de nouvelles générations qu'il va falloir éduquer, à apprendre, à comprendre le pourquoi du comment du diabète et des risques qui encourent les générations actuelles perdues. Je dirais plus à contrôler, maîtriser qu'autre chose, parce que souvent très difficile de réapprendre à quelqu'un qui a plus de 40 ans ces mauvaises habitudes, à avoir de nouvelles bonnes habitudes plutôt. Donc oui, l'étiquetage fait partie des possibilités. Après, il y a toujours la part économique qui rentre dedans. Donc c'est pour ça que je dis que faut pas oublier, fabriquer un produit, c'est à moindre coût, à moindre frais. C'est-à-dire, donc on va utiliser un plus de gras, plus de sel, de mauvais sucre, et ça se vendra moins cher, et donc on touchera une population plus particulière. Et donc les gens qui est du rouge, bleu, vert, jaune, ils comprendront, mais si économiquement ils peuvent pas faire autrement, ils achèteront. Est-ce que il y a par exemple des séances de dépistage organisées par la CPS pour que les gens puissent prendre conscience de leur situation? La CPS est dans la prévoyance, elle n'est pas dans la prévention. Est-ce qu'il y a des campagnes, par exemple, je me tourne du côté de Ingrid, est-ce qu'il y a des campagnes qui sont mises en place pour que, comme je viens de dire, que les gens se rendent compte de la situation de leur corps? Alors, moi, je suis dans le curatif, je ne vois que des gens malades. Je ne vois pas de gens susceptibles de devenir malades. Moi, ce que nous faisons à l'hôpital, c'est que nous touchons aussi les familles des gens malades. Donc, quand il y a des diabétiques ou des obèses et qu'on a accès, si possible, à l'échange avec les familles, les enfants, les petits-enfants ou les parents, évidemment qu'on fait notre possible pour... J'allais dire convaincre, c'est un mot que je déteste. Essayer de faire entendre à l'environnement du patient que eux aussi peuvent être touchés et que le mieux pour ces personnes dans un même foyer, c'est de faire les mêmes efforts ou les mêmes changements que le patient malade. Et en général, ça aide quand même beaucoup les gens à éviter d'être malades à leur tour. Et si vous voulez plus de conseils vis-à-vis de ce sujet autour du diabète, vous avez bien sûr la CPS, cps.pf, et vous avez aussi la page Facebook de l'association des diététiciens de Polynésie française. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces deux sites. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Il y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet. On se laisse là pour cette émission. On se retrouve demain à 17h. En attendant, bonne soirée avec votre vérité à 18h. Maururu itutatu faririra, trahuma parhena.